Chers amis, bonjour. Je vous signale que j'ai mis mes lunettes multicolores et que ça, c'est un signe en soi. Bon, alors, je viens de travailler... Oui. Je viens de récupérer le texte de l'encyclique du pape au sujet de l'écologie. Figurez-vous. Donc, autant vous dire, comme on dit vulgairement, tout un programme. Alors, j'ai pris des notes, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je lis, je prends des notes au fur et à mesure, puis quand je considère que j'ai suffisamment de choses à en dire pour faire une vidéo, je fais la vidéo. Donc il va y avoir encyclique 1, encyclique 2, encyclique 3, etc. etc. Voilà. Donc je fais la première là tout de suite. Alors déjà, pour la récupérer dans son texte intégral, vous allez sur le journal La Croix, et puis vous avez un lien, vous envoyez simplement votre mail, ce qui est normal, hein, et vous pouvez donc récupérer la totalité du texte. Alors, quelle est l'utilité de récupérer la totalité du texte en question? Eh bien, tout simplement de ne pas être influencé ou manipulé par qui que ce soit qui l'aurait récupéré, comme je suis en train de le faire. Je suis en train de réaliser en fait que je suis... Enfin, c'est pas grave. Mais bon, bref, celui qui est pas content, après tout, il n'est pas obligé de me regarder, il n'est pas obligé de regarder mes vidéos, mais bon, c'est comme ça. Alors, je tiens juste à préciser une chose très... Enfin, j'ai plein de choses à le plus important consiste tout simplement à informer tout le monde que c'est un texte extrêmement intelligent et qui a la particularité d'être extrêmement simple à comprendre. C'est-à-dire que c'est pas du tout un vocabulaire élitiste ou rébarbatif, c'est au contraire quelque chose de vraiment tout à fait, j'allais dire buvable, mais, comme de l'eau claire, oui, mais c'est pas du tout élitiste, c'est parfaitement vulgarisé entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, hein, je précise. Donc je vous recommande vraiment d'aller sur le lien et de récupérer le texte pour vous rendre compte par vous-même. Voilà. Alors je tiens juste à préciser que je suis en train de m'atteler à ça alors que hier et aujourd'hui a eu lieu le sommet des consciences. Alors le sommet des consciences, c'est une initiative qui a été organisée par Nicolas Hulot, dont je suis l'inspiratrice et qui d'une certaine façon me représente auprès de François Hollande, qui est aussi bénévole que moi, je tiens à le préciser pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et donc c'est quand même plus pratique pour moi, quoi. Au niveau intellectuel, c'est plus commode pour moi de travailler avec des gens qui sont aussi bénévoles comme moi. C'est juste une question de cohérence, quoi. Alors, je vais donc essayer d'être la plus claire possible. Il commence dans un premier temps par expliquer, par énumérer les différentes encycliques qui ont été faites par les papes antérieurs et qui ont justement parlé eux aussi de l'écologie. Alors ça m'amène à deux choses. Premièrement, au fait que l'écologie n'est pas une science qui date d'hier, quoi. Je veux dire par là que depuis les années 70, je crois que ça remonte, le mot écologie remonte au début du XXe siècle, il me semble. Et donc les papes antérieurs ont aussi eu ce souci-là. Voilà. Mais donc il cite certaines formules ou certaines phrases particulièrement charismatiques qui ont été dites lors de ces encycliques-là, antérieures à la sienne. Donc c'est bien de le rappeler. Alors, moi j'ai noté notamment la maladie de l'immédiateté. J'ai trouvé ça intéressant. Enfin, c'est pas formulé de cette façon-là, mais c'est ce que ça veut dire. Il veut dire par là que il y a beaucoup d'humains, notamment plus encore dans les pays occidentaux et dans les pays dits civilisés, beaucoup de gens qui accordent beaucoup trop d'importance au paraître, bon ça c'est pas nouveau, mais surtout au fait de vouloir absolument avoir tout de suite ce qu'on a envie. Voilà. Mais le problème c'est qu'il y a énormément de choses en fait où il est absolument indispensable de prendre son temps, parce que ce sont des choses qui demandent justement de la persévérance. Alors, le fait de défendre certaines causes, par exemple, je sais de quoi je parle, demande bien souvent des années. La preuve, ça fait quand même pas mal d'années que j'y suis pour faire avancer certaines causes qui me sont chères, et donc je suis en ce sens, je pense être relativement exemplaire sur le domaine, parce que là, franchement,
j'ai l'habitude d'utiliser toujours l'expression 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, mais je crois qu'on peut difficilement nier le fait que c'est ce que je fais. Voilà, que ce soit ce que je fasse. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais en règle générale, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors je reviens, il y en a qui vont encore trouver que je suis bien chiante, mais il n'y a pas de souci, j'assume. Je vais revenir au rythme scolaire, parce que justement, les rythmes scolaires, le fait de faire des activités manuelles, de fabriquer des choses avec ses enfants ou de faire fabriquer des choses à des enfants dans le rythme scolaire, c'est quelque chose que des parents n'ont pas toujours le temps de faire, quelquefois quand ils travaillent tous les deux notamment, et c'est pourtant quelque chose d'extrêmement important. Si vous faites de la cuisine avec votre enfant par exemple, il est bon qu'il sache que quand on fait de la cuisine, il y a aussi de la vaisselle à faire en général, hein, et c'est bien qu'il se la pastille aussi la vaisselle. Bon là je prends le cas de la vaisselle, mais quand quelqu'un apprend à faire du crochet, parce que j'en parlais justement hier, apprend à faire du crochet et apprend à tricoter aux aiguilles par exemple, eh bien c'est important d'accepter l'idée que pour réaliser quelque chose, ça demande du temps. Voilà. Moi je me souviens quand j'étais animatrice de centre de vacances par exemple, je me souviens que j'étais déjà confrontée, on avait beaucoup discuté avec les animatrices parce qu'on avait certains enfants qui supportaient pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils faisaient quelque chose un après-midi, il fallait qu'en une heure ou deux soit bâclé, alors qu'en fait on faisait exprès de leur transmettre par les faits, dans l'action, le fait que le lendemain ils reprendraient le même truc pour le faire avancer encore, et c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses, à faire quelque chose qui soit approfondi et qui puisse être compliqué et complexe, parce qu'en général le plaisir qu'on y trouve nous-mêmes pour le faire, c'est important, mais le résultat final aussi est important, et dans le domaine artistique c'est exactement la même chose. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors il parle ensuite des nouvelles technologies. Et il explique que si les nouvelles technologies ne s'accompagnent pas de progrès social, ben, en fait les nouvelles technologies se retournent contre l'être humain. Et là je suis parfaitement d'accord avec lui. Quand je vois par exemple la multiplicité des objets connectés, etc., le fait de se faire envahir par les robots. Alors par contre j'ai vu un truc super marrant hier qui était un match de foot de robots entre eux. C'est-à-dire que les humains étaient autour et puis les robots jouaient au foot entre eux. Alors ça j'ai trouvé ça rigolo par contre, parce que ça faisait un peu penser à un jukebox géant en fait, avec la balle qui partait de droite et de gauche. Donc ça c'était marrant à la limite, mais là c'est pas, ça me pose pas de problème. Pour jouer comme ça, ça me pose pas de problème. D'autant plus qu'on peut très bien avoir des applications. Par exemple, quelqu'un qui est paraplégique, qui a la possibilité de jouer avec les robots comme ça sur un terrain, peut y trouver énormément de plaisir. On n'est pas obligé d'être handicapé pour y trouver du plaisir, mais ça peut être une application qui soit extrêmement enrichissante pour lui. Mais quand j'entends dire par exemple qu'on va remplacer du personnel de maison de retraite par des robots, moi je suis juste ulcérée. Ulcéré, vraiment, hein, parce que ceux qui ont inventé les robots pour remplacer le personnel dans les maisons de retraite, le jour où ils seront à la retraite, pour trouver un peu d'humanité, j'ose espérer que eux n'auront pas des robots pour remplacer les personnes qui vont s'occuper d'eux, s'ils ont la chance d'arriver à la retraite. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, quelquefois je comprends bien que dans le cadre du handicap par exemple, quelquefois il soit préférable d'avoir affaire à des robots pour un problème de pudeur par exemple, voilà, on peut comprendre ça, je comprends bien. Et puis il y a un phénomène d'autonomie aussi, hein. Si ça permet d'être plus autonome, d'avoir recours à des robots quelquefois, je conçois parfaitement, mais quand même il ne faut pas exagérer non plus. Je pense que chercher systématiquement à remplacer l'être humain par des robots, je trouve ça juste absolument monstrueux. Quand je vois par exemple qu'il y a des pays, je crois que c'est au Japon, où il y a des animateurs télé qui sont des robots, mais quelle honte! Quelle honte! Voilà, ça c'est fait. Impossible de juger la création de façon indivisible parce que ces différents aspects, environnement,
la vie, la sexualité, la famille, relations sociales sont intimement liées. Alors je suis particulièrement satisfaite que le pape François ait inclus la sexualité particulièrement dans cet ensemble qui est effectivement multiple. C'est bien, on progresse. Hein. Vous aurez noté, il y a le mot sexualité, on progresse. Non mais je rate rien moi. Hein. Alors création avec un C majuscule, c'est très très bien. Alors juste une précision. J'ai remarqué depuis je sais pas, j'ai dû lire pendant 1 heure à peu près, donc j'ai juste commencé. J'ai juste remarqué que le pape François a fait très attention de ne pas toujours parler de Dieu. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne met absolument, il dit à peine, bon, ça lui a bien échappé 1 fois ou 2, je crois quand même, mais grosso modo, il ne dit jamais que Dieu a créé le monde dans son encyclique. Alors là, bravo. Franchement, hein, très bien. Je suis vraiment sur le cul. Hein. Bon, ensuite, la dégradation de l'environnement est étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine. Je trouve cette réflexion notamment extrêmement intelligente et juste, parce que justement le mot culture, d'ailleurs comment dire, le thème sur mon site internet qui s'appelle Suivez l'abeille, Françoise Niel-Aubin. Suivez l'abeille, ou je sais, le site de Thomas Fersen et Françoise Niel-Aubin, ou Saint-Ostrovert avait-elle vu le loup, enfin bref. Et sur mon site internet, justement, j'ai un paragraphe où je mets culture en signifiant bien justement que le mot culture, c'est la culture cultiver la terre, ou culture au sens beaucoup plus large et intellectuel, à moins que ce soit Sylvie, parce que Sylvie culture. Voilà. Et donc je trouve vraiment bien qu'il ait formulé ça de cette façon-là. Bon, ensuite, encyclique suite. L'homme ne se crée pas lui-même, mais il est nature. Or, il court à tous les... J'arrive pas à me relire. Il court à tous les droits. C'est pas très correct ça. En fait, j'arrive pas à me relire. Hein. Mais je sais ce que j'ai voulu dire. En fait, ce qui se passe, c'est que l'homme souffre souvent de ce qu'on pourrait appeler un complexe de surpuissance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui, sous prétexte qu'ils vivent dans des pays dits civilisés, ont le sentiment qu'ils ont tous les droits, quoi. Qu'ils peuvent tout se permettre, parce qu'ils sont les plus forts, quoi, en fait, hein. Par rapport à la totalité du monde vivant, ils considèrent qu'ils sont des êtres supérieurs et que par conséquent, ils ont effectivement tous les droits. Voilà, ce qui est quand même... C'est un peu une forme de complexe de supériorité, quelque part. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, il parle des autres religions, et j'ai trouvé ça tout à fait interpellant parce qu'il met l'accent de façon extrêmement pointue sur le fait que la totalité des religions sur la Terre prennent position pour l'écologie. Peut-être plus certaines maintenant que ça n'était le cas il y a plusieurs dizaines d'années, mais c'est vrai que les religions sur Terre, il y en a quand même des centaines et des centaines. Il y a des religions, il y a les 4 religions du livre qui sont plus importantes, c'est vrai. Hein, l'islam, le judaïsme, les chrétiens, voilà. Bon, mais les judéo-chrétiens. Mais je pense que toutes les religions aujourd'hui prennent position relativement à l'écologie. Alors certains diront, oui, enfin ils sentent le vent venir. Oui, ça peut tenir la route. Mais en règle générale, si je déteste les livres sacrés, je ne m'en cache pas, tous les livres sacrés, je suis devenue carrément allergique aux livres sacrés, on doit quand même admettre qu'il se trouve quand même dans les livres sacrés certaines choses tout à fait interpellantes, tout à fait parlantes et tout à fait en parfaite adéquation avec les valeurs écologiques. Bon. Et alors, je vais terminer pour là, aujourd'hui. Il parle ensuite de Saint François d'Assise, justement. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Moi qui m'appelle Françoise, quand j'étais adolescente en cours d'histoire de l'art, j'avais étudié un tableau qui s'appelait Saint François d'Assise recevant les stigmates. C'était un tableau de... Je ne sais plus si c'est Fra Angelico ou c'est Giotto. Je crois que c'est un tableau de Giotto.
Et j'ai beaucoup ri quand j'ai lu l'extrait là sur l'encyclique, justement parce qu'il décrit justement la vie de saint François d'Assise. C'est vraiment tout à fait interpellant. Et il explique il considérait que qu'une fleur, qu'un insecte était un être vivant au même titre que lui, et qu'il était dans une forme d'harmonie absolue dans la nature. Et moi je parle tout le temps à mes fleurs, hein, c'est tout à fait normal, j'ai toujours fait ça. Hein. Je parle aux fleurs, je parle aux insectes, Alors, je tiens juste à préciser que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire pour autant, parce que tous les gens qui jardinent véritablement, je ne parle pas des gens qui font de l'industrie, mais les gens qui jardinent et qui prennent du plaisir à jardiner, tous parlent à leurs plantes. Je cafte là, je suis un rapporteur, mais tout le monde le sait quoi. Je veux dire, quelle maîtresse de maison n'a pas engueulé son clivia parce qu'il fleurissait pas, en lui disant si jamais tu fleuris pas, je te fous à la poubelle, et le clivia se met à fleurir. Si ça c'est pas de la magie, qu'est-ce que c'est, hein? Voilà, bon, ce sera tout pour aujourd'hui sur le sujet. Je continue progressivement mon petit bonhomme de chemin et je ferai ma vidéo suivante sur le même sujet jusqu'à ce que je sois arrivé au bout. Voilà. Alors, je sais pas à combien j'en suis là. Je sais pas du tout, c'est pas très important. Où elle est ma petite croix? Où est ma petite croix? J'ai retrouvé ma petite croix.